Elle pensait que sa mission ici-bas s'était éteinte avec le dernier sermon de son époux, jusqu'à ce qu'une jeune indienne ensanglantée frappe silencieusement à la porte de son église. Ce qui suivit fut une décision capable de déchirer une ville ou de sauver 2 âmes. Le vent du désert hurlait contre la modeste chapelle en bois, unique sentinelle de la foi dans la bourgade isolée de Saint-Roch. Élise Ducharme balayait le plancher poussiéreux, sa robe du matin, jadis d'un bleu profond, désormais délavée par 18 mois d'usure et de deuil. Le sanctuaire était vide, à l'exception du souvenir omniprésent de son mari, le révérend Gabriel Ducharme. L'absence de l'homme hantait chaque recoin de l'édifice qu'il avait bâti de ses propres mains. « Encore la poussière aujourd'hui, Gabriel » murmura-t-elle en direction de la chaire vide. À 42 ans, Élise s'était résignée à son rôle de veuve gardienne du temple, malgré la congrégation qui s'amenuisait. La plupart des habitants avaient cessé de venir après que Gabriel eut succombé à la fièvre, comme si sa mort avait emporté leur foi dans la tombe. La lourde porte en chêne s'ouvrit, laissant entrer le shérif Bastien, ses bottes résonnant lourdement sur les lattes du plancher. « Madame Ducharme, je me doutais de vous trouver ici. » Il ôta son chapeau, dévoilant des cheveux grisonnants aux tempes. « Je voulais juste vous prévenir concernant la situation avec les tribus. L'armée les repousse encore hors de leur terre. Il pourrait y avoir des déplacés qui errent vers ici. » Élise hocha la tête, ses mains serrant plus fort le manche de son balai. « Merci, shérif. Bien que je doute que quiconque s'aventure aussi près de la ville. On n'est jamais trop prudent. La tension est palpable. » Il changea de pied, mal à l'aise. Le conseil paroissial se réunit ce soir au magasin de M. Giroux. Ils discutent, de l'avenir de ce lieu. Le dos d'Élise se raidit. « Je suis au courant, shérif. Ils n'ont pas caché leurs intentions. » Ils se soucient juste de l'aspect pratique, Élise. Une église sans pasteur depuis plus d'1 an. « Je comprends l'économie mieux que la plupart, shérif, » répondit-elle, la voix calme malgré la tempête qui grondait en elle. « Mon mari a bâti cette église quand Saint-Roch n'était rien d'autre que des tentes et des espoirs. Je ne la verrai pas transformée en entrepôt. » Après le départ de l'homme de loi, Élise reprit sa routine, allumant une unique lampe à pétrole alors que l'obscurité tombait. Elle rangeait les livres de cantiques lorsqu'elle l'entendit. Un doux grattement à la porte de l'église. Élise se figea, les avertissements du shérif lui revenant en mémoire. Le grattement reprit, plus insistant. Le cœur battant, elle s'approcha de l'entrée, lampe à la main, et l'entr'ouvrit. Une petite silhouette était recroquevillée sur les marches, une gamine, pas plus de 12 ans, enveloppée dans une couverture en lambeaux. Ses yeux sombres reflétaient la lueur de la lampe, écarquillée par la peur. Du sang maculait ses cheveux d'un côté, et ses pieds étaient nus, couverts d'ampoules. « Enfant, es-tu blessé ?» Élise s'agenouilla, mais la petite recula en tremblant. Les motifs tissés sur sa couverture confirmaient tout ce que le shérif avait dit. C'était une enfant apache, loin des siens. « N'aie pas peur, chuchota Élise en tendant la main. Je ne te ferai aucun mal. » La fillette ne bougea pas, observant Élise avec la méfiance d'un animal traqué. Élise remarqua qu'elle serrait quelque chose contre sa poitrine, une croix de bois grossière, semblable à celle que Gabriel sculptait autrefois pour marquer les tombes des indigents. « Ne comprends-tu » demanda Élise. Aucune réponse. « As-tu faim » À ces mots, le regard de l'enfant vacilla, marquant une reconnaissance. Élise mima le geste de manger, et la petite fit un signe de tête presque imperceptible. Regardant par-dessus l'épaule de l'enfant vers la rue déserte, Élise savait ce que signifierait d'accueillir une enfant apache sous son toit dans une ville comme Saint-Roch. Les souvenirs des sermons de son mari sur la charité et l'amour du prochain résonnèrent dans son esprit. « Entre, dit-elle doucement en ouvrant la porte en grand. Tu es en sécurité ici. » La jeune fille hésita, puis se leva lentement, péniblement. Lorsqu'elle entra dans la lumière, Élise vit l'étendue de son état. Épuisée, blessée et terrifiée. Quel que fût le drame qui avait frappé cet enfant, quel que fût le périple qui l'avait mené sur ses marches, Élise savait que sa propre vie était sur le point de basculer. « Je m'appelle Élise, » dit-elle en posant une main sur sa poitrine, puis en désignant la jeune fille. « Comment dois-je t'appeler » L'enfant la regarda un long moment, puis posa sa petite main sur sa propre poitrine et murmura un seul mot. « Kaya ».
C'était la première fissure dans le mur du silence. Et alors qu'Élise refermait la porte de l'église derrière elle, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait plus éprouvé depuis 18 mois. Un but. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les rideaux lorsqu'Élise trempa un linge dans l'eau fraîche pour le presser doucement contre le front de Kaya. La jeune fille avait passé la nuit dans la petite chambre d'Élise à l'arrière de l'église, fiévreuse et agitée, murmurant parfois des mots qu'Élise ne pouvait comprendre. « Ça va aller, mon enfant. Tu es en sécurité maintenant », chuchotait Élise, bien qu'elle sût que ces paroles ne signifiaient probablement rien pour l'étrangère. La blessure à la tête de Kaya n'était pas aussi grave qu'elle l'avait paru au premier abord. Les plaies au cuir chevelu saignaient toujours abondamment, mais c'était la fièvre qui inquiétait Élise. Un coup frappé à la porte la fit sursauter. Elle borda soigneusement Kaya et alla ouvrir, lissant nerveusement sa jupe. Mathilde Vasseur, la femme du médecin et la plus grande commère de la ville, se tenait sur le seuil avec un panier d'œufs. « Bonjour, Élise. J'ai pensé que vous aimeriez quelques œufs frais. » Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle essayait de regarder par-dessus l'épaule d'Élise vers l'intérieur de la pièce. « Quelqu'un est malade ? Je peux aller chercher Henri si nécessaire. » Élise lui bloqua la vue. « Juste une voyageuse qui avait besoin d'un abri pour la nuit, rien de grave. » Les sourcils de Mathilde se levèrent. « Une voyageuse, toute seule ? C'est plutôt inhabituel. »« Merci pour les œufs, » dit fermement Élise en prenant le panier. « Transmettez mes amitiés au docteur Vasseur, je vous prie. » Après le départ de Mathilde, Élise s'appuya contre la porte, le cœur battant la chamade. D'ici midi, tout le monde saurait qu'Élise hébergeait une invitée mystérieuse. Lorsqu'elle retourna dans la chambre, Kaya était assise, ses yeux noirs suivant chaque mouvement d'Élise. « Tu es réveillée ?» dit Élise avec un sourire. « As-tu faim ?» Elle mima de nouveau le geste de manger et Kaya acquiesça. Élise prépara un petit déjeuner simple composé d'œufs et de pain, que la jeune fille dévora comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. C'était peut-être le cas. Pendant que Kaya mangeait, Élise remarqua une petite bourse en cuir suspendue à un cordon autour de son cou. La jeune fille surprit son regard et la saisit instinctivement. « Tout va bien », l'assura Élise. « Je ne te la prendrai pas. » Après le repas, Élise aida Kaya à se laver et lui trouva une robe propre qui avait appartenu à la fille d'un paroissien parti il y a des années. Elle était trop grande, mais bien meilleure que les haillons déchirés avec lesquels elle était arrivée. « Maintenant, » commença Élise en s'asseyant face à la jeune fille, « nous devons découvrir d'où tu viens et comment te ramener parmi les tiens. » Le visage de Kaya s'assombrit instantanément et elle secoua la tête avec vigueur. « Tu ne veux pas retourner là-bas » demanda Élise, surprise. Kaya saisit la croix de bois qu'elle avait gardée avec elle et la leva, puis se désigna du doigt, pointa ensuite Élise et enfin l'église qui les entourait. « Tu veux rester ici ? Dans l'église » Kaya hocha fermement la tête. Élise fronça les sourcils. « Mais ta famille doit se faire un sang d'encre pour toi. » À l'évocation du mot « famille », les yeux de Kaya s'embuèrent de larmes. Elle passa lentement son index en travers de sa gorge, un geste universel qui glaça le sang d'Élise. « Ils sont morts » murmura Élise. Kaya acquiesça. Une larme solitaire roula sur sa joue. Instinctivement, Élise tendit la main pour prendre celle de l'enfant. « Je suis tellement désolée. » Elles restèrent assises en silence un instant, liées par le fil invisible d'un deuil partagé qui transcendait la langue et la culture. Ce moment de répit fut brisé par des coups frappés à la porte, plus lourds et plus insistants que la veille. L'anxiété d'Élise revint au galop. Elle se leva pour ouvrir. Le shérif Bastien se tenait là, chapeau bas, l'expression grave. Derrière lui se dressait Monsieur Giroux, le riche propriétaire du magasin général qui présidait le conseil paroissial. « Madame Ducharme, » lança Giroux d'une voix sèche, « nous avons reçu des rapports indiquant que vous cachez une indienne dans l'église. Est-ce vrai ?» Élise se redressa, digne. « J'ai recueilli une enfant blessée et seule. Elle est venue à l'église chercher... »« Sanctuaire ? Un sanctuaire ?» railla Giroux. « Nous ne sommes pas dans une cathédrale papiste, Madame Ducharme. Ceci est une modeste paroisse sans pasteur que vous occupez grâce à notre charité. »« Monsieur Giroux, » répliqua Élise d'un ton égal, « mon mari a construit cette église avant même que vous n'arriviez à Saint-Roch. Je ne pense pas que... »« Est-ce vrai ?» l'interrompit le shérif Bastien. « Y a-t-il une enfant apache ici ?» Avant qu'Élise ne puisse répondre, Kaya apparut dans l'embrasure de la porte derrière elle, le menton levé malgré la peur qui l'habitait. « Eh bien, fit Giroux, la lèvre retroussée par le dégoût,
Voilà qui répond à la question. Ce n'est qu'une enfant, protesta Élise. Elle est blessée. Sa famille a été massacrée. Et comment savez-vous cela exactement? Exigea Giroux. Vous parlez leur dialecte sauvage maintenant? Certaines choses n'ont pas besoin de mots pour être comprises, répondit Élise en posant une main protectrice sur l'épaule de Kaya. Le shérif Bastien s'éclaircit la gorge. Madame Ducharme, je comprends que vos intentions soient louables, mais la ville est à cran. La situation avec les tribus est compliquée. Il n'y a rien de compliqué à faire preuve de charité chrétienne envers une enfant dans le besoin, asséna fermement Élise. Élise, dit Giroux d'une voix dangereusement douce, la réunion du conseil ce soir inclura désormais une discussion sur votre maintien dans ces lieux. Je vous suggère de réfléchir soigneusement à votre position. Après leur départ, Élise referma la porte et s'appuya contre le battant, tremblant légèrement. Kaya la regardait avec interrogation. « Tout va bien », l'assura Élise, bien qu'elle n'en fût pas certaine du tout. « Nous trouverons une solution ensemble. » En prononçant ces mots, Élise réalisa qu'elle les pensait vraiment. Quoi qu'il arrive, elle n'abandonnerait pas cet enfant. Gabriel l'aurait accueilli sans hésiter, et pour la première fois depuis sa mort, Élise se sentit sûre de ce qu'il aurait voulu qu'elle fasse. Cette nuit-là, alors que Kaya dormait, Élise ouvrit sa Bible à l'Évangile selon Matthieu. « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. » Ces mots, si familiers, revêtaient désormais un sens nouveau. Le lendemain apporterait son lot d'épreuves, mais ce soir, Élise savait qu'elle avait fait ce qui était juste. 3 jours passèrent, chacun apportant de nouveaux défis et de petites victoires. La fièvre de Kaya tomba, et la plaie à sa tête commença à cicatriser. Élise l'avait gardée à l'intérieur, loin des regards curieux et souvent hostiles des habitants, mais elle savait qu'elle ne pourrait rester cachée éternellement. Le 4e matin, alors qu'Élise enseignait à Kaya quelques mots simples de français, une ombre obscurcit l'entrée. Elle leva les yeux pour découvrir Julien Marais, l'instituteur de la ville, qui les observait avec un intérêt non dissimulé. « Bonjour, Madame Ducharme », dit-il en ôtant son chapeau. « J'espère que je ne vous dérange pas. »« Monsieur Marais, » répondit Élise en se levant, surprise. « C'est inattendu. » Julien était nouveau à Saint-Roch, arrivé seulement 1 mois avant que Gabriel ne tombe malade. Dans la trentaine, il avait apporté avec lui des idées progressistes sur l'éducation qui avaient fait sourciller les plus conservateurs du village. « J'ai entendu parler de votre invité, dit-il en faisant un signe de tête vers Kaya, qui l'observait avec méfiance. Les nouvelles vont vite dans les petites villes. »« En effet, répondit prudemment Élise. Que puis-je faire pour vous ?» Julien entra, le regard bienveillant posé sur Kaya. « En fait, je pensais pouvoir vous aider. Avant de venir ici, j'ai passé 2 ans à enseigner dans une mission près des territoires de l'Ouest. J'ai appris un peu de leur langue. » Les yeux d'Élise s'agrandirent. « Vous pouvez parler avec elle ?»« Un peu, confirma-t-il. » Il se tourna vers Kaya et prononça plusieurs mots dans une langue qu'Élise ne comprenait pas. Le visage de la jeune fille se métamorphosa, passant de la peur à la surprise, puis à un espoir prudent. Pendant plusieurs minutes, Julien et Kaya échangèrent des paroles accompagnées de nombreux gestes. Élise observait, fascinée, la barrière qui se dressait entre elle et l'enfant s'effondrer peu à peu. Finalement, Julien se tourna vers Élise. Son nom est bien Kaya, elle a 12 ans et appartenait à un petit groupe qui vivait dans les montagnes au nord. « Qu'est-il arrivé à son peuple ?» demanda doucement Élise. L'expression de Julien s'assombrit. « Les soldats sont venus. Il y a eu un malentendu au sujet de bétail manquant. Les choses ont dégénéré. » Il jeta un coup d'œil à Kaya, choisissant ses mots avec soin. Elle s'est échappée pendant le conflit. Ses parents et son frère n'ont pas eu cette chance. Élise ferma brièvement les yeux, imaginant l'horreur dont cet enfant avait été témoin. Elle dit qu'elle a marché pendant de nombreux jours, poursuivit Julien. Elle se cachait à la fois des soldats et d'autres tribus qu'elle ne connaissait pas. Puis elle s'est souvenue d'un homme bon avec une croix de bois qui avait autrefois visité son peuple, apportant des remèdes lors d'une épidémie. Il racontait des histoires sur un lieu où les gens seraient en sécurité et bienvenus. « Gabriel », murmura Élise, le cœur serré. « Mon mari a visité plusieurs campements il y a 3 ans, apportant des soins lors d'une épidémie de rougeole. » Julien hocha la tête.
Elle a suivi les pistes de chariot en espérant trouver ce havre de paix dont l'homme avait parlé. Quand elle a vu la croix sur votre église, elle a su qu'elle l'avait trouvée. Élise regarda Kaya avec une compréhension nouvelle. La croix de bois que la jeune fille transportait devait être un cadeau de Gabriel. « Monsieur Marais, je ne saurais trop vous remercier, dit Élise, mais je dois vous demander, pourquoi nous aidez-vous? La ville semble liguée contre sa présence ici. » Julien sourit avec ironie. « Disons que je ne suis pas toujours d'accord avec l'opinion majoritaire à Saint-Roch. De plus, je crois que l'éducation et la compréhension sont les seuls véritables chemins vers la paix. » Avant qu'Élise ne puisse répondre, la porte s'ouvrit avec fracas. Le shérif Bastien se tenait là, flanqué de Giroux et de 2 autres hommes du conseil. « Madame Ducharme, dit froidement Giroux, le conseil a pris une décision. Vous avez jusqu'à demain pour vider les lieux. » « Sur quel fondement ?» demanda Élise, bien qu'elle connût la réponse. « Utilisation abusive des installations paroissiales, hébergement d'individus potentiellement dangereux et défiance envers les vœux exprès du conseil, énuméra Giroux. Dois-je continuer ? C'est scandaleux, intervint Julien. Elle offre la charité chrétienne à une orpheline. Cela ne vous regarde pas, l'instituteur, aboya l'un des membres du conseil. Le shérif Bastien semblait mal à l'aise. Madame Ducharme, je suis désolé, mais ils ont le droit légal de prendre cette décision. Et la petite demanda Élise, la voix tremblante de colère. Que proposez-vous pour elle? Un détachement de l'armée passe par ici demain, déclara Giroux. Ils l'emmèneront dans la réserve, là où est sa place. Non! Élise se plaça devant Kaya pour faire rempart de son corps. Ces soldats sont peut-être ceux-là même qui ont tué sa famille. Julien traduisit rapidement pour Kaya, dont le visage se vida de toutes couleurs. Elle commença à parler précipitamment, s'agrippant au bras de l'instituteur. « Que dit-elle » demanda Élise avec urgence. Julien avait l'air sombre. Elle dit que les soldats portaient des manteaux bleus avec des liserés jaunes. C'est l'uniforme du détachement stationné au fort Benson, ceux-là même qui traversent la ville demain. Élise supplia le shérif du regard. « Vous ne pouvez pas la livrer à eux. Vous ne pouvez pas la leur livrer, implora Élise en se tournant vers le shérif. Bastien changea de pied, visiblement mal à l'aise. « Madame Ducharme, je n'ai aucune autorité pour... » « Je crois que nous en avons terminé, » coupa brutalement Giroux. « Shérif, assurez-vous que la veuve et l'Apache est déguerpie d'ici demain midi. Le conseil paroissial reprendra possession des lieux. » Après leur départ, Élise s'effondra sur une chaise, accablée. Julien s'agenouilla près d'elle. « Élise, j'ai peut-être une solution, » dit-il doucement. « Ma sœur dirige un pensionnat dans les montagnes du Nord. C'est un établissement progressiste qui accepte les enfants de toutes origines. Kaya y serait en sécurité. Elle pourrait recevoir une éducation. »« Le Nord, » répéta Élise. « C'est si loin. » Julien hocha la tête avec compassion. « C'est vrai, mais quel avenir a-t-elle ici ?» Élise regarda Kaya, qui les observait avec des yeux remplis d'effroi. Quel avenir, en effet. Et quel avenir restait-il à Élise elle-même, sans maison, sans église, sans but? Une idée commença à germer dans son esprit, radicale, effrayante, mais étrangement juste. « Monsieur Marais, dit-elle lentement, serait-il difficile pour 2 personnes de rejoindre cette école ?» Les sourcils de Julien se levèrent de surprise. « Vous voulez dire... »« Je n'ai plus rien qui me retienne ici, » affirma Élise, sa voix gagnante en force. « Il est peut-être temps pour moi de trouver une nouvelle mission. » Alors que la réalité de sa décision s'ancrait en elle, Élise ressentit une étrange paix. Gabriel avait toujours enseigné que Dieu agissait de manière mystérieuse. Peut-être qu'amener Kaya à sa porte n'avait pas seulement pour but de sauver l'enfant. Peut-être s'agissait-il aussi de sauver Élise de la demi-vie vide qu'elle menait depuis la perte de son époux. Cette nuit-là, alors qu'elle emballait leurs maigres affaires, Élise retrouva la Bible de Gabriel. À l'intérieur de la couverture, il avait inscrit son passage préféré. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Élise sourit à travers ses larmes. Même maintenant, Gabriel guidait ses pas. L'aube se leva sur Saint-Roch dans un brasier orange et pourpre. Élise était éveillée depuis des heures, finalisant leurs préparatifs. Julien devait arriver bientôt avec un chariot pour les conduire au relais de diligence de la ville voisine, contournant ainsi le détachement militaire qui arriverait à la mi-journée. « Es-tu prête ?» demanda Élise à Kaya, qui serrait contre elle le petit baluchon contenant ses quelques biens.
Grâce aux traductions de Julien la veille, la communication s'était améliorée entre elles. Kaya hocha la tête, ses yeux noirs solennels, mais vidés de la terreur brute qu'Élise y avait vue au début. « Bien, » dit Élise en ajustant le châle de la fillette. « Monsieur Marais sera bientôt là. » Un coup sec à la porte les fit sursauter toutes les deux. C'était trop tôt pour Julien. Élise fit signe à Kaya de reculer et s'approcha de l'entrée. Le shérif Bastien se tenait là, l'expression grave. « Madame Ducharme, il faut qu'on parle. » Le cœur d'Élise se serra. « Shérif, si vous venez faire appliquer la décision du Conseil, je sais ce que vous prévoyez, l'interrompit-il à voix basse. Marais n'est pas exactement un modèle de discrétion. L'armée est arrivée plus tôt que prévu, Élise. Ils sont au magasin de Giroux en ce moment même, et il leur a parlé de la petite. » Élise sentit son sang se glacer. « Ils viennent ici ? » ?»« Bientôt, confirma Bastien. Je suis venu vous prévenir. » Élise scruta son visage buriné. « Pourquoi ? Vous aviez pourtant été clair sur votre position. » Bastien ôta son chapeau, le faisant tourner entre ses mains rugueuses. « Votre mari était un homme bon, Élise. Il a aidé ma Marie quand elle était malade. Il est resté assis près d'elle jusqu'à la fin, sans jamais rien demander en retour, juste parce que c'était la chose à faire. » Il leva les yeux, croisant le regard de la veuve. « Je lui dois au moins ça. » Derrière elle, Kaya laissa échapper un petit cri étouffé. Élise se retourna pour voir la fille pointer la fenêtre du doigt. Un groupe d'hommes en uniforme bleu apparaissait au bout de la rue, se dirigeant vers eux. « C'est trop tard, » murmura Élise. « Non, » dit fermement Bastien, « il y a un autre moyen. Venez avec moi, maintenant. » Élise n'hésita qu'un instant avant de saisir leur sac. « Kaya, vite !» Elles suivirent Bastien par la porte arrière de l'église, traversant le petit cimetière où reposait Gabriel. Élise marqua une brève pause devant sa tombe, murmurant un adieu silencieux. Bastien les guida vers une écurie située derrière son bureau. À l'intérieur, 2 chevaux étaient sellés et prêts. « La limite du comté est à 8 kilomètres à l'est, » expliqua-t-il en aidant Kaya à monter sur l'une des bêtes. « Marais vous retrouvera au ruisseau des Aulnes. De là, vous pourrez rejoindre le relais de diligence sans repasser par la ville. »« Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Élise, encore stupéfaite par ce revirement. Le visage du shérif s'adoucit. « Peut-être que je suis fatigué de voir les braves gens souffrir pour avoir fait ce qui est juste. Ou peut-être que les sermons de votre mari sur le courage et la compassion ont fini par rentrer. » Il lui tendit les rênes. « Quoi qu'il en soit, filez, vite !» Élise monta sur le second cheval, ajustant ses jupes. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas chevauché, mais certains réflexes ne s'effacent jamais vraiment. « Merci », dit-elle simplement. Bastien hocha la tête, puis claqua la croupe des chevaux. « Allez !» Elles galopèrent vers l'est, le soleil levant dans leur dos, projetant de longues ombres devant elles. Le cœur d'Élise battait à tout rompre, mêlant peur et exaltation. Derrière elle, elle put entendre des cris. Les soldats avaient découvert leur absence. Kaya montait étonnamment bien, sa petite forme s'équilibrant parfaitement sur la monture. La fille qui était arrivée sur son seuil à demi morte ouvrait maintenant la marche, le visage marqué par la détermination. Elles atteignirent le ruisseau des Aulnes en milieu de matinée. Julien attendait avec le chariot comme promis, son visage s'illuminant de soulagement en les apercevant. « Vous avez réussi !» s'écria-t-il. « Je commençais à m'inquiéter. »« Le shérif Bastien nous a aidés, » expliqua Élise en mettant pied à terre. « L'armée est arrivée en avance, je sais, » dit Julien d'un ton sombre. « La diligence part dans 1 heure, nous devons nous dépêcher. » Alors qu'ils chargeaient leurs affaires dans le chariot, Élise remarqua Kaya debout près du ruisseau, regardant en arrière, vers Saint-Roch. Elle s'approcha doucement de l'enfant. « Ça va aller ?» Kaya se tourna vers elle, les yeux brillants de larmes. Dans un anglais hésitant, elle prononça les quelques mots que Julien lui avait appris. « Merci de m'avoir sauvé. » Élise s'agenouilla près d'elle, prenant les petites mains de la fille dans les siennes. « Non, Kaya, c'est toi qui m'as sauvé. » Et c'était vrai. Pendant 18 mois, Élise n'avait fait que survivre, fantôme hantant l'église que son époux avait bâtie. Aujourd'hui, pour la première fois depuis la mort de Gabriel, elle se sentait vraiment vivante, remplie d'un but et d'espoir pour l'avenir. Alors qu'elle grimpait dans le chariot de Julien, Élise aperçut des cavaliers à l'horizon. Les soldats cherchaient encore.
Mais ils étaient trop tard. À la tombée de la nuit, elle et Kaya seraient dans une diligence filant vers le nord, vers un nouveau commencement. « Madame Ducharme, dit Julien en encourageant les chevaux, l'école de ma sœur cherche toujours des enseignantes avec votre expérience. » Élise sourit en regardant Saint-Roch disparaître au loin. « Peut-être, mais d'abord, je dois m'assurer que Kaya est bien installée. » Elle jeta un coup d'œil à la fille assise à ses côtés, qui observait le paysage défiler avec de grands yeux curieux. « Nous avons un long voyage devant nous. »« Oui, approuva Julien, mais parfois, les plus longs voyages mènent aux meilleures destinations. » Le chariot franchit une colline, révélant la vaste étendue du territoire qui s'étirait devant eux, sauvage, difficile, mais plein de possibles. Comme cette terre, leur avenir était incertain, mais riche de promesses. Alors qu'ils descendaient vers le relais, Élise remarqua que Kaya serrait la croix de bois que Gabriel lui avait donnée, ses doigts traçant les lignes simples de l'objet. La jeune fille surprit son regard et sourit, un vrai sourire qui atteignit ses yeux. À cet instant, Élise comprit ce que Gabriel avait toujours essayé de lui enseigner. La foi ne résidait pas dans les bâtiments d'église ou les sermons du dimanche, mais dans le fait de vivre avec courage et compassion. C'était reconnaître le divin dans les endroits inattendus, même chez une fillette apache effrayée apparue sur les marches d'une église au cœur de la nuit. La route serait rude, il y aurait des épreuves, des préjugés à surmonter, une nouvelle vie à construire. Mais pour la première fois depuis longtemps, Élise Ducharme regardait l'avenir non plus avec crainte, mais avec espérance. Et cela, elle le savait, était le plus grand cadeau que Kaya lui avait offert.